À la une, ce soir. Ces gens-là devaient perdre leur emploi. Ce qui s'est passé à Bedford n'a pas d'allure. Je pense que c'est une bonne chose que ces enseignants ne soient plus face aux élèves. École Bedford, les brevets de 11 enseignants suspendus, finalement révoqués. C'était la chose à faire. Mais je vous mets sur la piste qu'il y a présentement une enquête sur la mission de l'Esprit Saint, qui est une secte. Qu'arrive-t-il avec cette enquête? C'est fort préoccupant. Justement, Nouveau Info a appris que le ministère de l'Éducation a déposé au DPCP son enquête sur la mission de l'Esprit Saint. Le but de la mission avec des écoles comme ça, c'est de passer sous radar de la commission scolaire. J'ai été perdue, moi, dans le système. Le gouvernement n'a jamais vu à mon éducation. Et les Canadiens en quête d'une troisième victoire consécutive contre les Sabres au Centre Bell. On s'attend à leur meilleur match de cette série-là jusqu'à date. On s'attend à ça. Fait que faut que tu sois alerte, puis on a bien des choses qu'on peut être meilleur. Il est 17h, voici votre Nouveau Info. Bonsoir tout le monde, bon mardi. Et c'est un gros menu aujourd'hui en actualité. On va parler tout à l'heure de cette enquête du ministère de l'Éducation concernant la mission de l'Esprit Saint qui aboutit enfin au bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales. La question maintenant, est-ce que ça va déboucher sur des accusations? On va aussi revenir sur le dossier de l'école Bedford, mais bien sûr, le sujet de l'heure, c'est ce 4e match du Canadien contre les Sabres à Montréal. Elliot, donc, encore une fois, les partisans sont gonflés à bloc et ça commence à se remplir autour du Centre Bell. Oui, vraiment, Marie-Christine. Une chose est sûre, il y a plusieurs personnes qui ont pris congé aujourd'hui. Ça, où le taux de chômage est extrêmement élevé. En tout cas, une chose est sûre, il y en a plusieurs qui n'étaient pas au travail là aujourd'hui. Ils étaient ici aux abords du Centre Bell dès 2h, 2h30 environ. On commençait à voir les gens arriver. Là, pour l'instant, comme tu peux le voir, les gens commencent à arriver. Il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup d'ambiance. Il y a un DJ set, il y a des restaurants même pour les partisans et pour ceux qui sont vraiment plus craqués. Il y a même un salon de tatouage. Et ces gens-là, ils sont tous ici réunis au Centre Bell pour regarder un match de hockey. Et les deux équipes en question étaient sur la glace ce matin pour un entraînement matinal. Du côté des Sabres de Buffalo, on a annoncé qu'on allait changer de gardien pour ce 4e match. Donc, pour le Canadien, on change pas la recette là. On garde le même alignement. Je vous laisse écouter le coach Martin Saint-Louis. Comme entraîneur, tu aimes toujours ça, des occasions de marquer, mais faut que tu sois patient, puis il faut que tu sois calculé. Où c'est que tu fais les jeux, quand tu fais les jeux, pourquoi. Je trouve qu'ils ont un bel équilibre. Il y a toujours quelque chose à améliorer, puis eux aussi, ils vont s'ajuster. Donc, c'est des petits ajustements. On est privilégié de pouvoir... je suis privilégié de pouvoir partager cette année-là avec... on est 5-6 Québécois, donc c'est le fun. Elliot, il y a toutes sortes aussi de parties de visionnement ce soir, là. Absolument. Les restaurants vont être bondés, les bars sportifs aussi. Et il y a même des CHSLD là, qui font des petits parties de visionnement pour les résidents. On est allé visiter d'ailleurs un peu plus tôt aujourd'hui le centre Camille Lefebvre. Et je vous laisse écouter quelques résidents ainsi qu'une infirmière. Oui, c'est la première fois qu'on le fait. Et puis, les résidents sont très, très excités. Ils ont hâte de venir écouter le hockey à la télévision. Et puis, ça les fait revivre, ça les fait comme dans le temps passé de la jeunesse. Je les suivais à l'époque. C'est surtout quand il y avait des gros... C'était nordique canadien à la grosse rivalité. Surtout à l'époque, ça suivait beaucoup. Marie-Christine, si le Canadien gagne ce soir, c'est un pas de plus vers la finale de la division. À ce moment-là, les Canadiens pourraient soit affronter le Wild du Minnesota ou l'Avalanche du Colorado, mais on va commencer par se concentrer sur le match de ce soir. Alors voilà, bon match tout le monde. D'ambiance. Merci beaucoup, Elliot. On te retrouve à 22h. Maintenant, les 11 enseignants de l'école Bedford qui avaient été suspendus, rappelez-vous, c'était en 2024 pour avoir imposé un climat toxique, ne pourront plus enseigner finalement. Le cabinet de la ministre de l'Éducation a confirmé que leur brevet est révoqué. Laurence, donc, les réactions à l'Assemblée nationale semblent unanimes, là.
Oui, tout à fait. D'abord, il faut dire que ces révocations de brevets-là sont contestées, mais pour tous les partis ici à l'Assemblée nationale, c'était la chose à faire. On est soulagés. On s'en souvient, ces enseignants qui avaient notamment nié des troubles d'apprentissage d'élèves. On avait aussi empêché à des filles de jouer au soccer en disant que c'était une activité de garçons. Et là, la ministre de l'Éducation qui assure que depuis, l'environnement d'apprentissage a complètement changé pour le mieux. Et là, du côté du PQ, on nous dit que la révocation de ces brevets-là, c'est une chose, mais on se demande aussi quand est-ce qu'on va faire la même chose avec la mission de l'Esprit Saint, cette secte qui impose une éducation clandestine pour éviter le système québécois, ce que Marie-Christine t'avait découvert toi-même lors de ton enquête. Je t'invite à écouter le PQ là-dessus. Révoquer les brevets d'enseignement, c'était la chose à faire. C'est un privilège. D'ailleurs, j'en ai un moi-même, un brevet d'enseignement. Mais je vous mets sur la piste qu'il y a présentement une enquête sur la mission de l'Esprit Saint, qui est une secte. L'enquête a été lancée en octobre. On n'a toujours pas de réponse et les enfants continueraient d'aller dans une école illégale qui est autorisée par le ministère de l'Éducation. On n'a pas de réponse, Laurence, du ministère de l'Éducation comme tel, mais selon nos sources, le ministère de l'Éducation aurait bel et bien remis son rapport d'enquête au DPCP. On va pouvoir en parler un petit peu plus tard avec la présidente d'Infosect. Dans un autre dossier, Radio-Canada qui a révélé ce matin que le projet de virage numérique du système de justice est présentement sous surveillance parce qu'on parle encore une fois de dépassement de coûts et de retard. Ben oui, pour les partis d'opposition, c'est une énième preuve que le gouvernement de la CAQ n'est pas capable de gérer un grand projet de transition au numérique, qu'on n'a pas appris non plus du fiasco de SACLIC, de la commission Galland. Il y a aussi le dossier santé numérique, où plusieurs drapeaux rouges ont été levés avant le lancement en fin de semaine. Moi, ce que je vois dans ces trois dossiers, c'est trois des dossiers les plus majeurs, c'est qu'il y a un fil conducteur. Il y a une façon de faire à la CAQ qui clairement ne fonctionne pas, où on a un ministère de la cybersécurité et du numérique qui a des pouvoirs limités, qui tire la sonnette d'alarme et n'est pas entendu. Et comme les Québécois, je suis tannée de voir qu'il y a des projets informatiques qui ne respectent pas les budgets ou qui ne sont pas livrés en temps. Alors, moi, j'avais dit déjà il y a plusieurs semaines qu'il fallait mettre en place la recommandation numéro 1 du rapport Galland, et c'est ce qu'on va faire. Justement, parlant de Christine Fréchette, Laurence, elle sera en mission à Paris la semaine prochaine? Oui, elle y sera pour 4 jours. On ne sait pas encore qui elle doit rencontrer. Ce qu'on nous dit, c'est que ses objectifs, c'est de développer des nouveaux marchés d'exploitation, d'attirer des investissements, de créer plus d'occasions économiques pour le Québec. Et là, il y a Québec solidaire qui a tenu un point de presse aujourd'hui avec des travailleurs étrangers. Et eux, ils espèrent que le PEC, le programme de l'expérience québécoise, va s'inviter pendant cette mission-là, parce que c'est un sujet qui fait également jaser en France. Évidemment, au courant de la détresse des familles françaises, ils sont préoccupés par cette détresse. L'image également du Québec est impactée en France. Il y a des articles, il y a beaucoup de reportages. Nos élus français sont préoccupés parce que la détresse est réelle et on est vraiment sur des drames qui se jouent ici pour de nombreuses familles, mais effectivement des familles françaises. Merci beaucoup, Laurence. Bonne soirée. Vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à m'écrire par courriel. Vous voyez présentement mon adresse à l'écran. La Sûreté du Québec a lancé un mandat d'arrestation contre Denis Beaupré, homme de 54 ans, porté disparu depuis le 5 octobre dernier, 4 jours seulement après le meurtre de Charalambos Théologou, alias Bobby Le Grec. Il faut se rappeler qu'il avait été criblé de balles alors qu'il était assis avec 3 autres individus dans un café de Laval. On fait le point tout de suite avec notre collaborateur Yannick Dion. Bonsoir, Yannick. Bonsoir, Marie-Christine. Donc, il faut parler de cet homme-là qui est soupçonné d'avoir assassiné celui qu'on appelle le roi de Laval. Ça se passait au début du mois d'octobre. Pourquoi c'est si long avant de déclencher ce mandat d'arrestation-là? Bien, évidemment, les policiers, quand il s'agit de lancer un mandat d'arrestation pour un dossier de meurtre, évidemment, il faut avoir de la preuve solide, il faut avoir de la preuve hors de tout doute. Donc, il faut prendre le temps qu'il faut pour accumuler cette preuve-là. Je pense que c'est ce que les policiers ont fait dans ce cas-là pour être capable de lancer ce mandat-là aujourd'hui. Ce qui n'est pas évident, c'est que pendant ce temps-là, ça lui donne l'occasion, évidemment, de peut-être s'enfuir. Mais il faut dire que quand il y a un meurtre comme ça de haut placé dans l'organisation, bien, ça la déstabilise. Et je présume que c'est un bon moment pour les policiers de surveiller ce qui se passe. Oui, effectivement, les organisations, les unités de renseignement criminel sont
sur le terrain. Je peux vous dire que depuis plusieurs mois, ils sont à l'affût de ce qui se passe, les changements de leadership, les mouvements dans les organisations criminelles. Donc, c'est effectivement des bonnes occasions pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, les prises de position, donc pour voir le repositionnement suite à un meurtre comme celui de Bobby the Greek. Puis des erreurs parfois qui sont commises. Bref, on va suivre ce dossier-là, mais il y a aussi l'histoire, le dossier de Dave Pic-Turmel, qui est toujours en ce moment en Italie. Son extradition qui a été annulée. D'abord, pourquoi? Bien, c'est pas clair encore. L'information n'est pas encore précise à cet effet-là. Est-ce qu'il y a eu un vice de procédure? Est-ce qu'il y a un point de droit particulier qui a pu être soulevé par les avocats de la défense? On le saura dans les prochaines semaines, assurément. Mais la décision qu'on connaît, c'est que l'extradition a été annulée, renvoyée en cour d'appel pour être réentendue. Parce qu'il faut quand même rappeler que cet homme-là figurait parmi les 10 criminels les plus recherchés au pays. Il fait face quand même à une kyrielle d'accusations, trafic de stupéfiants, complot, agression armée. C'est un joueur important, là. Oui, effectivement, c'est un joueur important. On a vu ce qui s'est passé dans la guerre entre le Blood Family Mafia, les BFM et les Hells Angels au Québec. Lui est considéré comme le chef de la BFM. C'est ça, il était considéré comme le chef. Donc, évidemment, tout ça a un impact. Donc, ça va être à suivre là, attentivement qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois. Est-ce que ça revient à être un avantage pour lui de rester en Italie? Parce que ça peut être long, je présume. Bien, c'est sûr qu'il y a peut-être, pas un avantage, mais il va essayer d'invoquer des motifs juridiques pour étirer les délais judiciaires le plus possible, assurément, pour ne pas être extradé puis faire face à la justice canadienne. Parce que, comme vous le dites, il y a beaucoup d'infractions. Ça doit être choquant quand même pour les policiers qui travaillent depuis des années sur son cas précisément et qui veulent le rapatrier et que c'est impossible pour l'instant. Oui, mais il faut être patient. Oui. La patience paye toujours. Merci beaucoup, Yannick. Merci. Bonne soirée. Les régions volent la vedette à Montréal dans le palmarès des pires routes de la province. Les crevaisons ont tout de même été nombreuses dans la métropole, alors que seule la rue Notre-Dame-Est s'est classée à la 11e place. Le boulevard Tachereau et l'autoroute 30 à Brossard, tout comme le boulevard de l'Avenir à Laval, nécessitent d'importantes réparations. C'est l'Outaouais qui trône au sommet de la compilation du CA. Une véritable institution de Sherbrooke est partie en fumée. Le propriétaire du restaurant Au Chevreuil se remet difficilement de l'incendie qui a complètement détruit le bâtiment du centre-ville. Il a fallu une dizaine d'heures aux pompiers pour venir à bout du brasier. Fanny Lachance-Paquette. C'est une institution qu'on perd, là, vraiment. J'ai eu un choc là, ce matin de voir que l'histoire du Au Chevreuil, là, pour l'instant, au 62 Wellington Nord, est terminée. Qu'il va falloir faire face à tout ça, puis j'ai trouvé autre chose. L'enquête va se poursuivre ce matin. J'ai 2 enquêteurs qui sont sur place, qui vont essayer de déterminer la cause. Encore une fois, je vous dirais que ça ne sera pas facile parce que la façon que la scène est présentement, il y a beaucoup de débris. La scène est très, très maganée, si on veut. Un petit peu plus loin, il y a comme une espèce de billot de bois qui était à l'entrée. J'ai demandé pour le récupérer. La façon dont toute la gang des pompiers de Sherbrooke ont travaillé, parce que ils ont travaillé d'arrache-pied, puis ils sont venus me voir. Je suis allé les voir pour les remercier, mais ils n'arrêtaient pas de me dire « Hey, on est désolé, on voulait te sauver ton commerce, on a essayé, on s'est battu. » Le feu a pris le contrôle sur une vieille bâtisse qui était là. Tu sais, il va falloir qu'on fasse attention à nos bâtisses patrimoniales dans le centre-ville, puis qu'on regarde comme faut comment que c'est fait. On a quand même une équipe de préventionnistes à la ville de Sherbrooke qui fait le tour des bâtiments. C'est de respecter les normes, respecter le code du bâtiment. Si on veut faire des modifications, c'est d'engager des entrepreneurs qualifiés. Et juste un petit trou dans un mur pour passer un fil, passer un tuyau, ça peut être un endroit excellent pour que la chaleur, le feu puisse se propager. Est-ce que l'envie est là de repartir un restaurant au centre-ville? Est-ce que c'est ça que t'as en tête? Là, de même, vite à vif, je te dirais non. Ma priorité, ça va être ça. Ça va être mes employés. Puis après ça, ça va être de m'occuper de moi, de ma famille. Puis après ça, on verra là, la suite des choses. C'est une autre tragédie qu'on vit, encore une fois, au centre-ville. Il n'y a pas d'autre mot que c'est terrible. On commençait à peine à se remettre du dernier incendie avec le Café Blabla qui allait réouvrir. On commençait à passer l'éponge. Puis là, il y a ça qui arrive encore. C'est sûr que ça fait mal au cœur. C'est un trou au centre-ville. Et là, on était enthousiastes
avec des nouveaux aménagements sur la rue Wellington Nord pour l'été. Ça va se faire. Puis moi, je reste encore très, très optimiste. J'y crois à notre centre-ville. On va travailler fort. Oui, ça va avoir un impact, c'est sûr. Pour le centre-ville, les gens amènent les gens. C'était quelqu'un qui croyait beaucoup à notre centre-ville. Je pense que c'est ça qui fait le plus mal là-dedans. Je ne quitterai pas Sherbrooke. Là. Je suis venu m'installer ici il y a 12 ans, mais je vais rester encore longtemps ici à Sherbrooke, puis on va peut-être se recroiser à la face en quelque part. Mardi, la rue Wellington ainsi que les stationnements étaient à nouveau disponibles. Il n'y a désormais que la rue Albert qui est fermée à la circulation. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Une nouvelle cité universitaire sera dédiée à la santé des femmes à Brossard. C'est un campus qui va soutenir les besoins physiques, psychologiques, sociaux et même économiques des femmes. Le projet est porté par le docteur Fabrice Brunet avec l'appui de la sénatrice Danielle Henkel qui a lancé un cadre national au début de l'année. Lila Mouche. Je me suis rendu compte que moi, médecin cardiologue, je n'étais pas toujours à la hauteur lorsque une femme venait me consulter pour des signes qui pouvaient être liés à une maladie cardiovasculaire. Les femmes en bonne santé, c'est un enjeu de prospérité pour toute notre société. Saviez-vous qu'au Canada, les chirurgiens sont moins bien payés pour les interventions en santé reproductive pratiquées sur les femmes? 28% en moins en moyenne par rapport aux interventions similaires sur des hommes, d'après le Journal canadien de chirurgie. C'est l'un des nombreux exemples qui montrent les lacunes dans la prise en charge de la santé des femmes. C'est donc dans le quartier 10-30 à Brossard que ce campus, comme écosystème, réunira plusieurs secteurs, mais aussi plusieurs établissements de formation dans le but d'améliorer la santé des femmes. C'est quoi la cité universitaire? C'est en fait un ensemble d'acteurs qui partagent la même vision, améliorer la santé des femmes. Nous allons mettre en place une gouvernance qui associe 3 composantes. Une OBNL, pour l'instant elle est portée par le quartier d'innovation en santé. Deuxièmement, une fondation pour aider à soutenir les femmes qui n'auront pas les capacités financières. Et un troisième, c'est un écosystème privé-public. La sénatrice indépendante Danielle Henkel a justement proposé un projet de loi sur la santé des femmes en début d'année. Elle propose un cadre national pour que toutes les femmes à travers le Canada aient accès aux mêmes soins. Il y a quelques jours, l'organisation Hologique a publié le tout dernier indice mondial sur la santé des femmes. Le Canada, il y a juste un an, se trouvait au 64e rang. Aujourd'hui, un an après, il vient de perdre 9 autres places. Pendant trop longtemps, les symptômes et les réalités vécues par les femmes ont été moins bien compris et parfois moins bien diagnostiqués, notamment parce que la recherche et les études cliniques ont souvent été pensées à partir de modèles masculins. Le projet de cité universitaire de la santé des femmes se veut donc évolutif. Pour ça, le docteur Brunet et la ville de Brossard invitent le monde de la santé locale et internationale à prendre part à ce projet ambitieux et invitent aussi les universités. Et c'est le cas déjà pour l'UQAM. On va utiliser tout ce qui existe aujourd'hui. C'est la beauté d'avoir choisi le 10-30 et la ville de Brossard. La cité qui est le bébé, l'idée depuis plusieurs années que porte le docteur, ça rime tellement bien avec la ville de Brossard parce qu'on est très bien situé géographiquement. On a mis les balises et les décisions en place pour accueillir un projet comme celle-ci. Et avec le REM, avec tous les accès aux berges, les zones agricoles, je pense que ça s'enlignait bien. Un carrefour médical qui inclura la recherche, le soin, l'innovation et l'enseignement. C'est le projet en développement avec une vision très ambitieuse, devenir une référence mondiale en santé des femmes. À Brossard, Lila Mouche pour Nouveau Info. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est surreprésenté dans les diagnostics de TDAH à travers le pays. On vous explique pourquoi au retour. C'est Alexandra ce soir qui nous parle depuis l'Estrie, Samuel en Mauricie, mais je commence tout d'abord avec toi, Sarah-Léa, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les diagnostics de TDAH qui sont de plus en plus élevés dans la région, en tout cas plus qu'ailleurs au pays.
En effet, pour des raisons qui sont multiples, on le rappelle, le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui connaît une prévalence du diagnostic du TDAH qui est de 2 à 3 fois plus élevée que le reste du pays, selon les données de l'association Panda Saguenay-Lac-Saint-Jean. On parle d'un nombre de diagnostics plutôt anormal et même inquiétant, alors que la moyenne se situe entre 5 et 7 voire même jusqu'à 2 et 3 dans certaines régions. Une situation préoccupante sur laquelle se pencheront plus précisément et prochainement l'association régionale et la santé publique. On peut entendre la directrice générale de l'organisme à ce sujet. C'est pas des faits nouveaux, là, en fait. Là, on parle qu'il y a une surreprésentativité au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, c'est vrai, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on se questionne, qu'on se demande, en fait, pourquoi c'est ça. Il y a eu un mandat d'initiative là, en 2019 là, à l'Assemblée nationale, quand même, sur la surmédicalisation. Donc, le fait qu'il y avait beaucoup de prescriptions de psychostimulants dans la région. On était la région championne. L'association Panda qui tiendra un déjeuner causerie ce mercredi 13 mai de 7h à 10h au restaurant Salé-Sucré d'Arvida en collaboration avec le service de police de Saguenay. Sarah Léa, je ne peux pas passer sous silence la nouvelle du jour. Le lac est calé? Ben oui, tout à fait. Le lac qui s'est libéré de ses glaces le 11 mai. On demeure dans la moyenne, donc le printemps tardif qui n'aura pas trop retardé le phénomène finalement. Merci Sarah Léa. Samuel, maintenant à Sainte-Tech, des classes de maternelle qui sont fermées pour une deuxième année consécutive et ça crée tout un casse-tête, évidemment, pour les parents. La raison derrière ces fermetures de maternelle 4 et 5 ans, c'est tout simplement le manque d'inscription. La MRC de Mekinac a une population vieillissante et dans cette municipalité de seulement 2400 âmes, eh bien, on peine à remplir les classes. Selon le centre de services scolaires, plusieurs options étaient sur la table pour tenter de trouver une solution à ce problème. On parlait notamment de fusionner les classes de maternelle afin d'atteindre un nombre d'élèves suffisant. Mais c'est finalement l'avenue de transférer tous les élèves vers un autre établissement du côté de Saint-Tite qui a été privilégié. On parle d'un trajet qui est estimé entre 20 et 40 minutes pour les élèves les plus éloignés. Mais je vous rassure, le transport en autobus est assuré, mais malgré tout, en augmentant la distance pour les bambins, certains parents craignent pour les repères et la stabilité des plus jeunes. Et ça, c'est sans compter l'impact sur les enjeux de logistique pour les parents, comme l'explique ce père de famille. C'est là, on est inquiet par rapport à les futures années. Notre fils, l'année prochaine, va avoir 4 ans. Il va avoir de la maternelle 4 ans. Il n'aura-tu pas? Notre fille, l'année prochaine, va être éligible à la 5 ans. On va-tu l'avoir encore ou falloir refaire des garderies ou aller à l'école plus loin? Là, il faut commencer à faire 45 minutes de route pour aller porter les enfants à l'école le matin. C'est 2 heures de plus dans la journée, aller-retour. Fait que c'est une grosse problématique. Le centre de services scolaires tient à rappeler que cette situation ne sera pas forcément récurrente d'une année à l'autre, mais dépendra surtout du nombre d'inscriptions à chaque rentrée et tient à se montrer compréhensif envers les parents qui traversent ces enjeux. Oui, évidemment. Merci beaucoup, Samuel. Alexandra, maintenant, la fièvre des séries qui s'est invitée dans une école secondaire de Sherbrooke. Les 1100 élèves de l'école secondaire de la Montée-Pavillon-Lebert, Marie-Christine, avaient l'opportunité aujourd'hui de troquer leur uniforme scolaire pour un chandail du Canadien de Montréal. Alors, c'est une initiative de la technicienne en loisirs Caroline Dion. Son but, c'était vraiment que les jeunes puissent créer davantage de liens ensemble. Par exemple, en portant le chandail dans les couloirs, on crée cette connexion, un regard qu'on partage, un intérêt similaire pour le sport. Alors, quand j'y suis allée aujourd'hui, lors de la récréation, le cœur était à la fête et même qu'on avait de la difficulté à se concentrer en classe. Bien, c'est sûr que c'est un peu plus difficile. En plus que c'est les examens finaux, mais on essaie de se concentrer même avec toute l'excitation du match. Ouais. Et pourquoi vous écoutez le hockey? Qu'est-ce que vous aimez? La game, le stress aussi, des fois. Je sais pas s'ils vont gagner, puis moi, ça vient de mon père, fait que j'écoute depuis que je suis petite. Pour les encourager, la game d'asseoir, c'est malade. C'est le fun de voir comment ils se donnent en série. Le jeu, c'est bien rapide, ils sont vraiment bons. C'est le fun. Go Habs Go, hein? 4e match ce soir, le Canadien de Montréal qui affronte les Sabres de Buffalo à domicile. C'est tellement rassembleur. Merci beaucoup, Alexandra. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. Les brevets de 11 enseignants de l'école Bedford révoqués, une décision qui fait l'objet d'une contestation. Le commentaire d'Alain Reyes. Le coût de la guerre en Iran réévalué à la hausse à près de 29 milliards de dollars américains. Et le président Trump en route vers la Chine pour tenter d'apaiser les tensions commerciales avec Pékin. Analyse de Yves Boisbert.
Mais d'abord, le ministère de l'Éducation aurait terminé donc une partie de son enquête sur la mission de l'Esprit Saint. Nouveau Info a appris qu'un dossier vient d'être déposé au directeur des poursuites criminelles et pénales. Des accusations pourraient donc éventuellement être portées contre des disciples qui ne respectent pas la loi sur l'instruction publique. On sait que plusieurs membres de ce mouvement religieux aux dérives sectaires qui enseignent aux enfants dans des classes clandestines. La ministre Sonia Lebel avait, rappelez-vous, annoncé le déclenchement d'une enquête en octobre dernier à la suite de témoignages d'anciens membres diffusés sur nos ondes. Pour en parler, je retrouve Marie-André Pélan ce soir de l'organisme Infosec. Bonsoir, Madame Pélan. Bonsoir. Donc, ça fait, on le sait, plusieurs années que d'anciens disciples dénoncent l'éducation dans ce mouvement-là. Pourquoi c'est si long et ça semble si difficile d'agir? Bien, en fait, dans les communautés fermées, accéder à l'information, c'est excessivement difficile, soit parce que les membres veulent protéger leurs enfants, parce qu'ils veulent surtout contrôler la relation avec le monde extérieur. Donc, parfois, ça peut prendre plusieurs années à accéder à l'information qui permet d'agir. Ce qu'on apprend également, c'est que votre organisme a réussi, à travers cette enquête-là du ministère de l'Éducation, à former des intervenants au cours des derniers mois, donc des intervenants qui travaillent auprès de ces jeunes enfants-là. Bien, en fait, chaque année, Infosec forme des intervenants. C'est excessivement important parce que ça leur permet de comprendre la dynamique du groupe qu'ils vont intégrer. Ça leur permet d'adapter leurs questions puis de comprendre parfois la réaction des enfants et de leurs parents à l'enquête, au monde extérieur, puis à la socialisation qui se produit à l'intérieur. Oui, parce que les enfants, il faut le répéter, sont élevés dans ce milieu-là et savent quoi répondre aux intervenants. Donc, parfois, ça peut être difficile de prouver qu'il y a un manque d'éducation, là. Tout à fait. Dans certains groupes, on va chaque semaine préparer les enfants à répondre au monde extérieur. Donc, ça peut complexifier l'accès à une information sur ce qui se produit vraiment dans leur vie quotidienne. Donc, c'est complexe. Qu'est-ce que vous souhaitez du gouvernement? Bien, en fait, on peut penser que le gouvernement, cette année, a été relativement actif pour faire enquête, mais il faudrait aussi qu'il y ait un vraiment désir de former encore plus d'intervenants pour être en mesure de bien intervenir auprès des enfants de la deuxième génération qui grandissent dans cette communauté-là, pour leur permettre que s'ils veulent sortir un jour, ils vont pouvoir le faire parce qu'ils vont avoir reçu au moins une éducation qui leur prépare au monde extérieur. Et vous aimeriez également avoir une subvention, un budget pour offrir à ces jeunes-là la possibilité d'aller dans une maison d'hébergement? Ah, c'est sûr qu'Infosec, c'est le rêve d'avoir sa propre maison pour accueillir ces gens-là, pour les aider dans leur transition au monde extérieur. Particulièrement quand on est né dans le groupe, le monde extérieur a été dépeint comme menaçant, comme épeurant. Donc, il faut parfois prendre beaucoup de temps pour se réintégrer, pour faire le ménage de ses croyances, puis apprendre à apprécier la vie à l'extérieur du groupe. Ouais, pas évident tout ça. Madame Pélan, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Au revoir. Salut Alain. Bonjour Marie-Christine. Encore une fois, tout ça, ça démontre que la loi sur l'instruction publique au Québec manque probablement de mordant parce que c'est pas facile d'intervenir pour le ministère de l'Éducation. Oui, clairement, il manque de mordant, puis il manque peut-être des ressources et puis surtout, je dirais, du courage politique parce que, bon, il y a la loi, mais il y a des gestionnaires dans les centres de services scolaires, il y a des gestionnaires dans les écoles, des directeurs d'école qui ont une responsabilité d'appliquer la loi. Donc, quand on voit des cas comme ceux-ci, avec les conseillers pédagogiques qui sont totalement conscients de ce qui se passe. Il manque de personnel aussi, Alain, parce que ceux qui font l'école à la maison, en tout cas qui sont inscrits comme école à la maison, ça prend des enquêteurs, des personnes physiques pour aller voir comment ça se passe. Oui, mais Marie-Christine, tu as fait des documentaires, ça a été mis en évidence depuis si longtemps, c'était public, ça prenait simplement de la volonté politique pour déclencher le processus minimalement. Puis on parle d'enfants, on parle de la sécurité de nos enfants, de la formation, de l'éducation.
ça devrait être une priorité essentielle. Là. C'est pas évident, Alain. J'ai des enfants qui sont présentement dans la mission de l'Esprit Saint, qui m'écrivent, ils ont 13, 14, 17 ans, et qui se demandent comment faire pour aller à l'école publique parce que leurs parents leur refusent. C'est pas évident, là? Non, c'est pas évident. Puis honnêtement, quand on entend ça, ça nous lève le poil là, de savoir qu'il y a des enfants comme ça. Et ça devrait être notre responsabilité comme société de les protéger. On parle de la DPJ, on parle de notre système d'éducation, on parle de professionnels qui les accompagnent. Puis le gouvernement ne peut pas, le ministère de l'Éducation, les fonctionnaires ne peuvent pas nier que cela existe actuellement. Mais d'un autre côté, c'est pas évident parce que ces jeunes-là, on leur répète depuis leur naissance que la DPJ, c'est pratiquement Satan. Donc, eux, quand on leur dit, bien, t'as pas le choix de passer par la DPJ, ils se retrouvent un peu coincés et ils sont apeurés. C'est pour ça que Mme Pelland disait, ça prend vraiment des intervenants pour travailler avec ces jeunes-là. Tout à fait. Ça va prendre plus de personnes. Si nos enfants sont importants pour nous au Québec, je pense qu'on doit mettre les ressources. Puis je pense pas qu'il y a un contribuable, un citoyen qui serait malheureux que le gouvernement prenne de l'argent de nos taxes, nos impôts pour protéger ces jeunes-là. Bien, puis surtout que ceux qui sortent, qui se retrouvent pas de diplôme, veulent retourner à l'école, puis pour eux, c'est pratiquement impossible parce qu'ils n'ont pas de financement, pas de subvention et se retrouvent donc sans diplôme. Tout à fait. Puis là, on peut imaginer tout ce qu'ils ont appris, comment ils ont été brainwashés, le terme en français, le lavage de cerveau, clairement. Puis ces jeunes-là essayent de sortir, ils sont pris, ils sont dans une prison. Puis je pense, bien, c'était le thème, c'était le titre du documentaire, La prison de la mission de l'Esprit Saint. Puis je pense qu'on a cette responsabilité-là comme société. Puis je suis content de voir au moins que le gouvernement a déclenché une enquête. Le travail d'enquête journalistique a fait son œuvre. Oui, on voit que ça, mais là, il faut que ça avance. Il faut que les enquêteurs, il faut que le DPCP tombe dans un roulement plus rapide. Là. Qu'il y ait éventuellement des accusations. Je l'espère, on l'espère tous, sincèrement. On va suivre ça de près, allez, crois-moi. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Il vous reste encore quelques heures pour remplir le formulaire de recensement. C'est aujourd'hui la date limite pour soumettre le questionnaire à Statistique Canada. Un exercice qui se fait chaque 5 ans. Donc, ceux qui vont omettre de le faire, je vous rappelle, pourraient recevoir une amende qui peut s'élever à 500 $. Mais il n'y a pas lieu de paniquer puisque les retardataires vont d'abord être relancés, soit par courriel ou par téléphone. Scène internationale maintenant, le coût de la guerre en Iran qui continue de grimper pour les États-Unis. Le Pentagone a annoncé aujourd'hui que le conflit a coûté près de 29 milliards aux Américains depuis le début du conflit. Sabrina, donc le montant est largement supérieur à ce qui avait été annoncé il y a 2 semaines. Oui, donc on était à 25 milliards de dollars. C'est donc 4 milliards de plus qu'il y a 2 semaines pour atteindre donc finalement 29 milliards de dollars depuis le début du conflit. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le responsable financier devant une nouvelle audition parlementaire aujourd'hui. Et d'ailleurs, Donald Trump, plutôt, a aussi dit qu'il ne se préoccupe pas de la situation financière des Américains lorsqu'il s'agit de la guerre en Iran. Ce qu'il souhaite et qu'il a répété, c'est que l'Iran n'est pas l'arme nucléaire. Pendant qu'on voit le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, lui, il a répété aussi devant les parlementaires aujourd'hui. Voici ce qu'il a dit pour justifier le coût élevé des dépenses liées au conflit. The theory of the entire case is to prevent Iran from having a nuclear weapon. And if that has to be done kinetically and militarily, the Department of War is locked and loaded and ready to do that. This is actually quite simple. Iran will never have a nuclear weapon one way or another. And we're here to support as one tool of the whole of government to make that happen. Bon, et de l'autre côté, bien, il y a l'Iran qui a mentionné que sa réponse aux États-Unis concernant justement la proposition de paix, eh bien, elle était à prendre ou à laisser. On sait donc qu'ils ont répondu ce week-end. Donald Trump a dit que c'était complètement surréaliste, cette réponse-là. Mais tout de même, quand même, l'Iran a dit sinon, là, si c'est pas accepté, bien, les négociations allaient échouer. Puis en plus, il y a un porte-parole aujourd'hui du Parlement iranien qui a dit que l'Iran pourrait enrichir de l'uranium à des fins militaires. Si le pays était encore attaqué, l'uranium pourrait même être enrichi jusqu'à 90 %. Et là, on sait que l'on pourrait vraiment avoir une arme nucléaire, en fait, Marie-Christine. Et pendant ce temps-là, le président Trump est en route vers la Chine. Oui, c'est un sommet qui est très attendu, donc, entre le président américain et le président chinois Xi Jinping. Il y a bien sûr plusieurs sujets qui seront abordés, la liste qui devrait être longue. Il pourrait être question de Taïwan, des échanges commerciaux également. Et tout juste avant son départ pour la Chine, eh bien, Donald Trump a précisé qu'il va avoir une longue discussion sur le conflit en Iran et les armes nucléaires. On peut aller l'écouter. Well, I think, number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine. Do you think he needs to intervene at all with the Iranians? I don't think he can help in any way? No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other.
Et je termine en parlant de tarifs douaniers parce que le 7 mai dernier, il y avait la Cour suprême qui avait invalidé la surtaxe de 10 % Et là, voilà qu'aujourd'hui, il y a une cour d'appel qui a décidé de suspendre, en fait, cette invalidation des 10 % de tarifs douaniers. Bref, c'est à s'y perdre un petit peu, là, mais bref, le 10 % est donc maintenu parce que la décision, elle est suspendue de la Cour suprême. Alors, Avec voilà. les tarifs, c'est rarement simple. Oui, voilà. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir. Salut Yves. Salut Marie-Christine. Alors, on va rester sur cette visite du président Trump en Chine. C'est une première visite d'État quand même d'un président américain depuis 9 ans. Oui. Ça fait un bout, là. D'abord, à quoi on peut s'attendre de cette rencontre-là? On peut s'attendre à un grand déploiement parce que les Chinois, comme tout le monde, sait que Donald Trump, pour le mettre dans des bonnes dispositions, il faut lui faire sentir qu'il est important. Oui. Et il est important, de fait. Mais donc, tapis rouge, souper d'État. Oui, grande pompe, etc. Il voyage avec 12 présidents des plus grandes compagnies américaines, dont Elon Musk, son ami, ex-ami, Tim Cook de Apple, le président de Boeing aussi. Donc, évidemment, il y a un aspect commercial. Parce que, Marie-Christine, il faut comprendre que quand cette visite a été planifiée, elle devait avoir lieu il y a 1 mois et demi. Et Donald Trump, à l'époque, pensait qu'elle allait avoir réglé le conflit iranien. Parce que dès le début, il a dit non, c'est une affaire d'une fin de semaine, hein, c'est presque fini. Dès que c'était commencé, c'était à peu près fini. Et donc, arriver de façon, disons, en position de force en Chine, en disant, vous, les Chinois, vous pensez que les États-Unis sont une puissance en déclin? C'est comme ça qu'ils le voient, les Chinois. Bien, regardez, là, on vient de faire le ménage en Iran, et non, on est encore la superpuissance mondiale. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, comme on a vu. Alors, donc, il arrive... Mais en moins bonne posture. Puis est-ce que c'est risqué pour lui dans la mesure où il est très impopulaire en ce moment chez lui? Ben oui, et le problème, c'est que le public américain attend pas, n'est pas suspendu aux lèvres de Xi Jinping pour savoir s'il va y avoir une entente commerciale ou s'ils vont acheter des Boeing. Oui. En ce moment, c'est le prix du gaz qui fait mal aux Américains. Et pourquoi le prix de l'essence est si élevé? C'est parce que le détroit d'Ormuz est bloqué. 30% de pétrole qui s'en va en Chine passe par là aussi. Donc, les Chinois ont également intérêt à ce que ça se règle. Mais ça fait peut-être leur affaire que les Américains aient l'air fous là-dedans. Parce qu'ils ont l'air fous, Marie-Christine. Mais est-ce que ça donne à Pékin un pouvoir de négociation? Oui, bien, on lui a demandé, Monsieur Trump, est-ce que vous espérez de l'aide des Chinois? Il a dit non, pas du tout, on vient de l'entendre. Ah non, je suis capable de régler ça tout seul. Et d'ailleurs, les Chinois, l'invasion de l'Ukraine n'était pas si contents, beaucoup d'intérêt en Ukraine. Ils n'ont rien fait pour régler ça. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que la Chine règle les problèmes des Américains. En fait, c'est peut-être eux qui vont avoir l'air d'être en position de force à la fin de tout ça. Et tu l'as dit, Marie-Christine, Donald Trump est au plus bas. Il est extrêmement impopulaire. Et donc, c'est pas en Chine qui va régler ses problèmes, mais il va quand même revenir avec une victoire. C'est sûr que même s'il n'y a pas de victoire, il va faire probablement semblant qu'il y a une victoire. Mais il va y avoir des ententes commerciales. Ils vont acheter peut-être plus de soya, et ainsi de suite. Mais il n'est pas sorti de l'auberge, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci. À demain. À demain. Moins de 90 minutes avant le coup d'envoi du 4e match de la série opposant les Canadiens de Montréal au Sabre de Buffalo. On en discute plus tard avec les gars du Smith-Cassette. Alex. Bonsoir Marie-Christine. Alors, Aurélie Laflamme qui fête ses 20 ans avec une réédition. Oui, exactement. Alors, c'est en 2006 que le premier journal d'Aurélie Laflamme voyait le jour de son autrice India Desjardins. Alors, Aurélie, cette jeune adolescente un peu extraterrestre, comme le dit elle-même son autrice. Depuis tout ça, c'est 9 livres qui sont sortis. Et tu l'as dit, pour fêter les 20 ans, c'est une nouvelle réédition. Alors, quand même, India Desjardins dit qu'elle n'a pas changé beaucoup de choses dans les livres parce qu'elle voulait garder le côté vintage et aussi laisser les romans ancrés dans le moment où ils sont parus. Donc, Aurélie va toujours triper sur la ronde Musique Plus, Simple Plan et son émission Les Frères Scott. Alors, les 9 livres, c'est en tout 2,5 millions de copies vendues, traduits en 5 langues, 2 films aussi.
Alors, les 4 premiers livres, ça paraît le 13 mai prochain, ensuite 3 au mois d'août et finalement les 2 derniers le 28 octobre. Une belle fête, Aurélie. Bonne fête. Bonne fête. L'imitation de Céline par David Corriveau, ça séduit les Français, mais aussi ça enflamme le web. J'ai cherché ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des... Quand même, hein? Oui. Alors, ce qu'on voit, c'est l'émission YouTube d'un créateur de contenu qui s'appelle Amixem. 9,3 millions quand même de spectateurs. 50 imitateurs qui étaient invités à faire leur meilleure prestation. David Corriveau a fait Céline Dion. Tout le monde est heureux, mais ça a aussi déclenché une alerte YouTube automatique qui, elle, est faite pour aller chercher... La reconnaissance vocale? Exactement, reconnaître les voix pour contrer l'utilisation frauduleuse des droits d'auteur. Donc, si on résume ça, YouTube a pensé que c'était vraiment Céline Dion qui chantait. Oui. Donc, elle a lancé une alerte pendant l'émission. Ça a bloqué un peu le tout. Mais finalement, tout est revenu à la normale quand on a expliqué que c'était bien sûr un imitateur. Bravo. Et son imitation de Ginette Renault elle est incroyable. Incroyable. Si vous avez le goût de le voir en spectacle, son spectacle sans contrefaçon est partout au Québec cet été, cet automne et cet hiver. Vous allez sur le aaa.com. Maintenant, Madonna qui va faire un court-métrage cet été. Exactement, un court-métrage qui va paraître au Festival de Tribeca à New York. Alors, Madonna qui va faire un court-métrage avec 6, en fait, c'est déjà fait, 6 chansons de son nouvel album Confession 2. Alors, autour de ces 6 chansons-là, ça va être proposé le 5 juin prochain au Beacon Theatre. Ce sera suivi d'une entrevue exclusive avec Jimmy Fallon. Et là, on se dit, hey, est-il encore temps d'acheter des billets? Ben oui. Eh bien non, ça a parti en quelques minutes cet après-midi. On va souhaiter que ça sorte au Cinéplex Odéon un peu après ça. Merci, bon match. Hein, ah oui, bon match, à demain. Seul, oui. Yannick Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, c'est hockey mur à mur ce soir. D'abord au Centre Bell, les gens qui sont déjà prêts pour le match numéro 4. Et on va montrer des images. Les gens se sont massés autour du Centre Bell depuis très tôt cet après-midi et ils sont très nombreux. Ce qu'on appelle un bain de foule, Marie-Christine. Voilà. C'est le cas de le dire. Surtout pour lui. Alors, ambiance qui sera survoltée ce soir. Le Canadien qui se retrouve dans la même position que lors de la série contre Tampa. Le Canadien qui menait la série 2-1 avait pris les devants 2-0 dans le match numéro 4, mais rappelle-toi, avait perdu cette partie-là pour permettre au Lightning de créer l'égalité. Alors, le Canadien doit profiter de sa chance ce soir de ne pas étirer cette série-là parce que l'adversaire en finale de l'Est sera les Hurricanes de la Caroline. Alors, ils seront reposés. Alors, plus tu joues de match, plus tu laisses de l'énergie. Alors, finissons ça assez rapidement. Et à la Place Belle, maintenant, on va finalement présenter un match ultime entre la Victoire et le Frost. Effectivement. Donc, c'est le match, on s'en était parlé hier, qui avait été remis en raison d'un virus. Pour le moment, la LPHF refuse encore de dire quelle équipe a été touchée, mais selon toutes les informations qui nous parviennent, ce serait dans le vestiaire de la Victoire de Montréal. Mais tout le monde va mieux, donc. Ben, c'est ça. Oui, ce qui est triste, ce qu'on va retenir là-dedans, alors que c'est le match ultime, donc, qui va peut-être permettre à la Victoire d'aller en grande finale, c'est qu'on va jouer un peu dans l'ombre du match du Canadien de Montréal, parce que, on va se le dire, l'attention va pas mal être centrée sur le match de ce soir. Je tiens ton attention également sur un très beau geste de l'organisation de la Victoire. C'est Mélanie Clermont-Duguay qui a partagé cette histoire sur ses médias sociaux. Sa jeune fille Camille, qui est âgée de 7 ans, elle est atteinte d'une maladie auto-immune. Elle a démarré une levée de fonds qui a permis d'amasser plus de 10 000 $. Et un de ses rêves, c'était de rencontrer les joueuses de la Victoire. Ça a été fait en pleine séries éliminatoires. Alors, de la grande classe de la part de l'organisation. Et toujours en parlant de la LPHF, je te signale que 2 nouvelles villes devraient joindre la LPHF pour porter le nombre total à 11. Ça va être confirmé demain et jeudi. On parle de Las Vegas et d'Hamilton. Et maintenant, en terminant, un petit tour au Centre Georges Vézina pour la finale de la LHJMQ. Oui, les Wildcats de Moncton contre les Saguenay. C'est dans ton coin de pays. C'est au Saguenay. Non, toi, c'est au lac. C'est pas grave. C'est Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne peux pas te le permettre. Non, c'est ça, parce qu'il y a des... Fred. C'est pas la même affaire. Comme l'Abitibi-Témiscamingue, c'est ça. C'est ça. Parfait. Exactement. Salutations aux gens du lac. Alors, la série est égale, une victoire de chaque côté. Donc, ça va être à surveiller. C'est présenté ce soir à RDS. Et si on revient au match de ce soir entre le Canadien et les Sabres, est-ce que Marie-Christine, tu es confiante pour voir le Canadien prendre les devants 3-1? La question, je pense que ça va être difficile ce soir. J'ai l'impression que Buffalo va être plus... je sais pas.
C'est mon feeling, mais je peux me tromper. Et il y a des changements à la formation chez les Sabres, notamment le gardien de but. Ukko-Pekka Lekonen qui va remplacer Alex Lyon ce soir. Alex Lyon qui avait connu 2 matchs très difficiles. C'est tellement bon. C'est sûr. Ah oui. C'est sûr. Jacob. Alors, on va se fier à ton feeling. Merci, bye. Un match serré. À demain. Salut. À demain, on s'en reparle. La langue française est vivante, on le sait, comme chaque année, le petit Robert ajoute de nouveaux mots. Alors, FAQE, air fryer font leur entrée dans le dictionnaire l'an prochain. Et non, je ne dis pas air fryer, je dis air fryer, comme une bonne fille du lac, Michel. Je ne sais pas s'ils mettent cette prononciation-là à côté du mot dans le petit Robert. Les autres mots, découvrabilité, incel, que ça veut dire donc des célibataires qui prétendent être rejetés par les femmes ou encore narcomicide, ça c'est pour les meurtres liés au trafic de drogue. Revenge porn a aussi été traduit par porno-divulgation. Intéressant, tout ça. Et vous avez vu aussi d'autres noms qui s'ajoutent au dictionnaire. Toi, tu dis air fryer ou... Air fryer. Oui. Oui. Oui, J'en ai pas, fait que je le dis pas souvent. C'est tellement pratique. Michel, date limite pour le recensement, vous allez voir. Vous allez vous intéresser ce soir justement à cette question-là. La question, en fait, c'est de l'orientation sexuelle. C'est une nouvelle question. Statistique Canada veut combler, en fait, une lacune de données pour mieux représenter les communautés LGBTQ+, dans les décisions politiques. Il y a des experts qui saluent cette avancée. Il y en a d'autres qui s'inquiètent pour cette information personnelle. Il y en a qui disent c'est pas à l'État de savoir qu'est-ce qui se passe dans nos chambres à coucher. Alors, est-ce que le recensement 2026 va trop loin avec cette question? C'est le débat qu'on fait ce soir à 22h30 avec notre invité Raphaël Provost d'Ensemble pour le respect et la diversité. Merci, Michel. Bye, bonne soirée. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h.